Salut, c'est Dani Et Raz. pour la chaîne À Gauche avec, pour une fois, un son qui n'est pas de gauche. Ça te va? De fou. Qui est le plus à gauche des deux? Oh, elle est déjà dure la question. Le plus à gauche des deux? Raz? Bah en fait ça dépend ce que t'appelles à gauche des deux. Ça veut dire au niveau de l'influence, on va dire, des corpus idéologiques de gauche, on va dire que moi ça m'a plus matrixé que Dany, je pense. Mais au niveau des idées politiques et du positionnement, je sais pas s'il y a une vraie différence entre nous deux, tu vois. Bah, je pense que toi, tu viens d'une culture syndicale via tes parents. Ouais, c'est ça. Et moi, je viens plus d'une culture... ouais. C'est anachronique de dire ça parce que mes parents n'ont pas eu le temps de se positionner, mais je pense qu'ils étaient un peu gilets jaunes dans l'esprit, on va dire. Donc le côté un peu... ils sont de gauche par Canal, par Coluche, par Brassens, etc. Toute cette culture-là de l'époque. Donc moi, j'ai vraiment grandi dans un environnement de gauche comme ça. Mais ils aiment pas la politique. C'est tous pourris. Ils aiment pas les partis. Ils se méfient de ça. Et donc moi, je viens plus d'une vibe abstentionniste, banlieusarde, un peu tous pourris, quoi. Donc, je suis moins dans la culture officielle. Je suis moins un militant. Ouais, c'est ça. Et j'ai moins l'amour du militantisme. Mais après, en vrai, avec les années YouTube et mes rencontres, et maintenant, ça fait plus de 10 ans que je dis des choses de gauche sur Internet, globalement. Donc, et puis au final, je suis un sacré militant avec le temps, quoi. Bah oui, ça. Puis au final, on a les mêmes critiques du militantisme un peu et tu vois, et même de la gauche un peu plus institutionnelle. On se rejoint là-dessus, tu vois. Et même le côté, la culture gauche années 80, 90, guignol, etc. Ouais, tu vois, on l'a en commun aussi. Et au final, c'est ça aussi, ça vient de mes darons. Mais toi, elle est plus officielle et moi, elle est plus voilà, officieuse. Et je pense que si peut-être la différence, c'est que Raz, il y a un truc vraiment plus une base militante. Ouais. Et moi, c'est plus par la philo. Et parfois, la philo aussi, j'ai ce truc d'avoir beaucoup lu du coup d'auteurs de gauche en philo et d'avoir une préférence en général pour eux. Mais tu lis aussi du coup des philosophes de droite, des philosophes bourgeois, etc. Donc ça m'apporte aussi un peu on va dire, de pas être enfermé uniquement dans les militants de gauche. Et c'est comme ça que j'ai débuté la réflexion personnelle, on va dire, et puis après politique. Ouais, je suis d'accord. On vous qualifie parfois de social-démocrate. Acceptez-vous ce signifiant? Oh, c'est intéressant. Alors déjà, social-démocrate, si je voulais faire mon casse-couille, je questionnerais même la pertinence du terme en France. Je suis même pas sûr que la social-démocratie, ça existe vraiment. Mais moi, je pense, en vrai, plus que social-démocrate, moi, je dirais que je suis devenu réformiste plus. Ça veut dire que quand j'étais jeune, j'avais un logiciel révolutionnaire, marxiste, un peu même, on va dire, ouvriériste, pour le dire comme ça, et que avec le temps, je me suis un peu assagi en fait, et notamment l'aventure mélenchoniste en France qui m'a ramené dans le réformisme, on va dire. Mais en même temps, c'est pas pour ça que parce que social-démocrate a un truc très contre-révolutionnaire qui va avec. Alors que réformiste, je pense que ça s'allie quand même à une démarche révolutionnaire éventuelle, mais c'est surtout nous, c'est le constat du rapport de force actuel en France notamment, qui fait que l'hypothèse révolutionnaire paraît de plus en plus difficile et éloignée, et que la proposition, on va dire, réformiste radicale de Mélenchon notamment, moi perso m'a plutôt convaincu, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis plus comme quand j'étais jeune, bandeur de révolution, voilà quoi. C'est pas plutôt mélenchoniste que réformiste? En vrai, c'est ça. Au final... En vrai, c'est ça. C'est que je suis réformiste sous condition de Mélenchon, quoi. Ça veut dire que si demain... faut voter Tondelier demain pour la c'est mort. Voilà, ouais, c'est ça, tu vois. C'est là que mon réformisme s'arrête, en fait. C'est qu'il est conditionné à un réformisme quand même assez radical, quoi. Ouais. Mais parce que social-démocrate, en plus, moi, je me méfie du terme. Nous, on l'a dit pour rigoler qu'on était social-démocrate, mais je me méfie du terme parce que c'est trop rallié au Parti socialiste, tu vois. En France, c'est trop rare. En fait, social-démocrate, c'est devenu un synonyme de social-libéral, tu vois. Et du coup, j'ai pas envie de me faire piéger par le truc non plus, quoi. Les gens un peu plus mous à gauche, etc., en opposition à des gens plus radicaux. C'est ça.
perso de mon côté, moi, à la base, j'ai un avis un peu bégodo sur les choses. Je vais dire ça comme ça, je pense sur cette chaîne, les gens ils connaissent bien le discours de bégodo sur l'abstention. Et après, j'ai un peu changé d'avis parce que déjà, je suis en mode, oui, bon, finalement, voter ou non, qu'est-ce que ça change? Et se faire des branlettes intellectuelles de 2h30 pour justifier que c'est plus anti-système, bon, ça a 5 minutes. Mais il y a aussi la proposition Mélenchon. C'est vrai que moi, tu m'enlèves Mélenchon des votes. Alors, faut voir par quoi il va être remplacé. Je me demande si je vais pas redevenir abstentionniste d'un coup. Dans tous les cas, aussi, je pense que là où on est, c'est-à-dire que nous, on est en mode, on peut voter si ça nous semble, si on se dit que ouais, la balance bénéfice-risque, elle est dans le sens de, ok, là, ça a l'air cool, on a envie de voter, on se dit, allez, pourquoi pas. De toute façon, ça coûte rien et on milite à côté et c'est le plus important. Mais ce qui est sûr, je pense qu'avec RAS, c'est qu'on est très peu des bandeurs de la révolution parce que on voit que souvent aussi, c'est un idéalisme que les gens ils font de la révolution. C'est-à-dire, c'est mignon sur Twitter, mais dans la vraie vie, c'est quand même des gens qui meurent. Et quand on voit la police, nous, c'est ça, au fait. C'est quand on voit la répression, en fait, en face. Aujourd'hui, tu es face à 200 Batman, rien que quand tu vas manifester pacifiquement, qui sont armés jusqu'aux dents. Et ça fait très, très peur, quoi. C'est là que tu te dis, il suffit de voir ce qui s'est passé récemment avec les émeutes, que, ouais, la révolution, on est plus des gramschistes. On y croit plus par la culture. Par un bouleversement culturel. C'est ça, tu vois. Mais tu vois, et puis il y a deux trucs aussi. Moi, je viens d'une culture, on va dire, un peu maoïste, spontanéiste, où je garde en tête le truc où si quelque chose émerge, de toute façon, je me sens formé et capable d'accompagner. Mais ma vraie conviction, comme Wissam, il en parle souvent, c'est que la vérité, c'est que ceux qui feraient la révolution, c'est pas les Occidentaux. Pour moi, les peuples possiblement révolutionnaires, c'est les gens du Sud global, ouais. Tu vois. Ou que ce soit plus que nous, tu vois. Et tu le vois même, par exemple, genre même en Amérique latine, ça s'est vu, tu vois. Que les endroits où il y a encore des soulèvements populaires. Alors malheureusement des fois c'est des soulèvements populaires réactionnaires, mais pas seulement. Tu vois, donc moi je crois pas à ce truc de l'Europe ou l'Occident qui choisirait une solution révolutionnaire. J'ai l'impression qu'on est trop sclérosé. Après j'ai pas envie d'être dans un discours dépressif sur le sujet en mode on peut plus rien espérer, mais j'ai du mal à l'imaginer tout en me disant que si ça devait arriver, c'est sûr que je ferais pas partie des gens qui ferait la SFIO ou j'en sais rien et qui deviendrait contre-révolutionnaire d'un coup, quoi. Alors, vous êtes plus Bégodeau ou Boutelja? Oh. Ah, ça, c'est une bonne question. Moi, la vérité, moi, je trouve, genre, comment dire? Moi, je pense que Ouria, ça a été plus un choc intellectuel dans ma vie que Bégodeau. Mais Bégodeau me ressemble politiquement. Ça veut dire que je pense que, en fait, j'ai eu plus un choc avec Ouria qui fait que j'ai un attachement, tu vois, et même un truc, tu vois, qui a été un changement. Mais Bégodeau, il parle de moi, entre guillemets, dans le sens où il a vraiment le logiciel politique avec lequel j'ai grandi, tu vois. Du coup, moi, j'aurais du mal à même les opposer, même au sens où je trouve que, pour caricaturer leur position, alors attention, trigger warning, je caricature, Bégodeau, c'est mon class first préféré, et Ouria, c'est ma race first préférée, tu vois. Genre, alors je caricature les deux parce que l'un n'est pas class first et Ouria n'est pas race first. Mais tu vois ce que je veux dire. Tu vois, je trouve qu'en fait, faire dialoguer leurs pensées, les deux, je trouve pas ça contradictoire parce que même ils s'intéressent pas totalement au même champ non plus, tu vois. Genre, Bégodeau, des angles morts qu'on pourrait lui trouver, par exemple sur la question de la race, tu vas les retrouver chez Ouria. Après, je trouve que Ouria a moins d'angles morts sur la question de la classe que Bégodeau. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Mais j'aurais du mal à, tu vois, les hiérarchiser. Je trouve que et les deux aussi, on aime trop les deux, et je trouve aussi les deux ont ce talent de rendre une pensée intellectuelle accessible par le côté un peu les deux ont le côté un peu choc, tu vois, le côté de Bégodeau qui va terminer des droitards sur leur chaîne en faisant des débats, le côté de Ouria, on l'a vu à la télé, les grandes punchlines qui ont été en même temps ce qui l'a fait émerger et ce qui a fait qu'elle a été aussi critiquée, tu vois. Je trouve que les deux ont cette image un peu sulfureuse, tout en étant des gens qui, si tu vas voir, ont vraiment des trucs à dire et dont tu peux vraiment te nourrir dans ta réflexion, quoi. Donc moi, j'ai vraiment pas envie de les hiérarchiser, même si Timouria quand même un peu. Mais après, non, en vrai, j'aime vraiment les deux. La vérité, moi, j'aime vraiment les deux.
Bah, faut aimer les deux pour des choses différentes. C'est toujours pareil avec de toute façon les intellectuels, ils ont leurs qualités, leurs défauts. Moi, je dirais que politiquement, je pense Raz, t'es d'accord aussi, quand même plus proche aujourd'hui d'une ligne comme celle d'Ouria. Je trouve que quand il parle d'antiracisme ou des émeutes ou ce genre ou même d'abstention, à Bégodeau, je le trouve un peu en retard sur ces choses-là. Mais par contre, là où je me sens assez proche de Bégodeau, c'est sur un angle philo et notamment. Moi, je pense que c'est les discussions qu'on avait eues ensemble autour de Nietzsche. Et c'est ça, à mon avis, la qualité des deux qui fait que j'aime écouter les deux. Les deux, ils osent penser, quoi. Ils sont pas dans la Ouais. moraline, ils sont pas dans des jugements moraux. Ils sont pas à savoir si c'est bien ou mal. Ils disent, voilà, ils posent des constats, ils osent y aller. Et avec style aussi. Et je pense que c'est un des trucs sur lesquels on est le plus proche de Bégodeau pour moi. C'est la défense de la culture, de l'art. Ouais, Et c'est le ce que j'allais manque dire. de C'est ce que j'allais réflexion dire. artistique à gauche, qui est une catastrophe, justement à cause de cette façon de penser souvent en bien, en mal, en ah, est-ce que c'est safe, est-ce que c'est de gauche, est-ce que ce film, est-ce que ce réalisateur est de gauche? Non, en fait, ce qui est intéressant dans la vie aussi, c'est de penser le tragique, c'est de penser la nuance, les paradoxes de l'âme humaine, etc. Et des fois, le logiciel politique s'arrête jamais. On pense toujours le cinéma de manière politique, mais des fois, il faut savoir aussi, voilà, regarder les choses avec une autre hauteur de vue, Mm. oser prendre le risque de la réflexion. Et c'est ce que je retrouve en vrai, autant chez Aurillac que chez Bégodeau. C'est ça me fait aimer les deux. Et quand les deux ils se parlent, c'est incroyable. On aimerait voir ça tous les jours. Mm. Ouais, c'est clair, exactement. Mais ouais, le rapport à la littérature de Bégodeau est aussi un truc qui nous rapproche de lui, tu vois, où je pense que Aurien a un intérêt un peu moindre pour ça. Ça, on l'avait vu quand il avait dit qu'il Après, fallait elle est qu'elle écrive un littéraire sans livre. le vouloir. Elle est littéraire sans le voir, mais quand il a dit qu'il faut qu'elle écrive un roman et qu'elle était en mode oh, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, ça va faire. Mais ouais, mais on aime les deux, la vérité. Vous êtes plutôt proche du mouvement décolonial. Croyez-vous vraiment en l'alliance des beaufs et des barbares? Ou c'est juste stratégique? Vas-y, Dani. Toi, je pense même par rapport où t'as Ouais. grandi et tout, c'est logique. Bah, déjà, moi, ouais, il y a ce truc. Moi, je viens de la génération, alors très courte, hein, qui s'est arrêtée avec 2001, je pense, mais la génération un peu Black Blamber, tout ça. Moi, j'ai grandi en banlieue, pas loin entre Orly et Saint-Georges, à Villeneuve-le-Roi précisément, et où on était très mélangés. Donc, c'était des gens issus soit de l'immigration portugaise, italienne, soit maghrébine, africaine, même asiatique. Enfin, tu avais vraiment une diversité dans mon collège, etc., dans les lieux où j'ai vécu, qui fait que, on va dire, le côté beauf et barbare, je l'ai vécu sans m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'évidemment, j'intellectualisais rien du tout. On parlait juste de Zelda, de Naruto, de sport, de tout ce qui nous intéressait en gamin. Et on a vécu ça, quoi. Et le rapport, du coup, à l'école, avec les profs, le rapport au racisme que j'ai pas vécu directement, mais que j'ai vu la différence de traitement de la police, des profs, etc. sur moi par rapport à mes amis et qui me témoignaient des choses. Mais ce truc, ouais, où tu vas chez un pote et d'un coup, tu te retrouves à manger vietnamien. Après, on te fait manger du mafé. Enfin, tu sais, des trucs aussi très bizarres comme ça où tu es constamment dans des sortes de petits chocs culturels dans ton enfance sans les conscientiser, sans que ce soit politique. Moi, j'ai beaucoup vécu ça quand j'étais jeune. Et après, pour le coup, quand je suis allé dans les études, bah là, je me suis retrouvé dans des milieux très blancs. J'ai déménagé, je me suis retrouvé plus dans le sud de la France. Et là, d'un coup, c'est redevenu très rare, en fait. Et là, j'ai vécu dans un monde plus gauchiste, très, très blanc. Et là, j'ai senti cette déconnexion. Et c'est redevenu un peu abstrait pour moi, toutes ces choses-là. Et c'est en revenant en région parisienne, en me retrouvant aussi dans les galères, en arrêtant les études, en rencontrant Raz, que là, après, avec l'univers du squat, mais aussi, je pense, nos intérêts personnels avec Raz, je pense que ça, Raz, il va détailler sur le rap, etc., ce genre de choses, où là, on s'est retrouvé entouré, on va dire, d'une diversité. Et puis là, même en plus, c'était même plus la marge, hein, c'était Ouais. même plus les marginaux que, on va dire, des personnes, on va, je sais pas comment dire ça, mais ouais, on était plus avec la marge. Et c'est là où on est revenu dans ces choses-là. Et puis après, évidemment, tu l'as dit, à la rencontre avec Wissam, etc., qui nous rapproche. Donc oui, je pense qu'il y a à la fois un intérêt intellectuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très d'accord avec ce discours et c'est un discours qu'on a longtemps attendu et qu'on a envie de défendre, mais il y a aussi du vécu. J'y crois parce que ça me paraît tellement logique
pensée-là, et Ouais. c'est ce qui nourrit le plus, c'est ce qui te rend profond aussi, c'est d'être avec l'autre et de vivre avec tout ce qu'on a de différent et surtout tout ce qu'on a de commun, parce qu'en vrai, on est beaucoup plus proches qu'on ne le croit. Et d'ailleurs, c'est ce que disent toujours les gens. Moi, à chaque fois, par exemple, les banlieusards, ils sont en mode, on est la campagne, les ruraux, on est pareil. Le rapport à l'ennui, le rapport à la précarité. Il y a tellement de choses en fait qui font sens. Et pour moi, ce qui nous divise absolument, c'est les discours médiatiques, ces news, les discours politiques du gouvernement, etc. Il y a vraiment une tentative de faire croire que gilets jaunes, beaufs, etc., et barbares, banlieusards, ce que tu veux, sont absolument incompatibles, alors qu'en vrai, les réalités sont beaucoup plus proches qu'on croit. Et même les références culturelles aujourd'hui le deviennent, avec le rap, avec les Moi, mangas, c'est avec là-dessus, moi. Internet. Et Genre, ça, je je pense, vois, Raz, par exemple, il fait plus ça. moi j'ai grandi, on va dire c'est en campagne, petit village, petite ville de campagne, et je vois par exemple dans mon collège, on était à 95% des blancs, mais par exemple, c'est très trivial, hein, mais on écoutait tous du rap, on avait tous une sacoche Mafia Cafri avec l'Afrique sur la sacoche là, tu vois, la carte et tout, tu vois, alors qu'il y avait que des blancs qui portaient ça. Et tu vois, on avait des suites, on était dans la campagne, on avait des suites produits de banlieue, des trucs comme ça et tout, tu vois, c'est vraiment, nous on a été matrixés par la culture banlieusarde, tu vois. Alors, je pense qu'il y en a qui trouveraient peut-être que c'était de l'appropriation culturelle, etc. Mais moi, je sais qu'à l'époque, je sais quelle sincérité on avait dans ce rapport-là au truc, tu vois. Genre que c'était vraiment un truc où ça a changé notre vision du monde, et surtout dans les textes de rap. Tu vois, moi, la campagne, pour faire la blague, pour moi, je trouve c'est la banlieue, le racisme et la police en moins, tu vois. La campagne, c'est vraiment ça, tu vois. Genre, nous, on a le privilège. Et encore, ça dépend, parce que les mecs qui font un peu des dingueries, qui font un peu du business dans la campagne, ils ont les flics sur le dos, mais ça n'a rien à voir. Enfin, tu vois, il n'y a pas autant de violences policières, il n'y a pas le rapport de racisme, etc. Mais le rapport à l'ennui, le rapport à la désertion du territoire, le rapport au fait d'être loin de tout. Tu vois, par exemple, moi, combien de fois, tu vois, le rapport à la drogue aussi, et même à la vente de drogue de manière hyper différente. Alors, je vais pas détailler maintenant, mais c'est hyper différent. Mais même, tu vois, moi, genre des discussions que j'ai eues sur les 1h30 de RER que certains banlieusards doivent faire pour venir dans Paris. Nous, on avait la même en Normandie, les bus verts, les Normands reconnaîtront, où il y en a un à 7h du matin, un à 18h pour pouvoir aller dans la ville, tu vois. Genre, tu sais, c'est des trucs que je trouve vraiment, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est vraiment des petits bouts de réalité qu'on a en commun. Et surtout, moi, ça a été, tu vois, un truc de logique, tu vois, culturellement, les mangas, le rap, même le sport, les bagnoles aussi, tu vois. Genre, c'est un truc, moi, toute ma vie, j'ai grandi au milieu des scooters avec des kits, avec des pots qu'on modifiait, des trucs et tout. Et ça, c'est des discussions sur ces sujets-là que j'ai toujours eu toute ma vie avec des campagnards ou des banlieusards. Et ça peut paraître vraiment anecdotique, ces trucs-là, parce que, tu vois, je suis pas en train de parler de grands trucs structurels, hyper politiques, etc. Mais en réalité, ça fait que moi, je sais que les gens qui nous regardaient mal quand on avait des scouts qui roulaient à 80 et où les écrous se dévissaient tellement on roulait vite, je sais qu'on se faisait regarder mal par les mêmes personnes que quand c'est des banlieusards qui font des trucs comme ça aussi. Tu vois, tu sais, c'est vraiment... et c'est ça qui fait que moi, à aucun moment, quand je suis arrivé sur Paris et que j'ai rencontré plus des banlieusards, etc., le lien s'est fait hyper naturellement, en fait. Et ça, c'est pour le côté un peu plus dépolitisé, parce qu'à l'époque, nous, on se rendait pas compte de ça. Nous, on écoutait juste la Mafia Cafri toute la journée, et c'est tout, tu vois. Genre, il y avait pas de... On n'était pas en mode, ah, donc nous, les campagnes, on est en point. Non, juste, on aimait trop le rap, tu vois. Et c'est après, plus tard, quand justement on a rencontré Wissam, PDH, La Pensée d'Ouria, etc., et toutes ces idées-là, on était là, bah oui, mais en fait, c'est logique. Et il faut pas qu'on se laisse se faire séparer par CNews, par BFM, etc. Tu vois, genre, c'est vraiment... Donc, tu vois, la question de est-ce que c'est une stratégie froide, est-ce que c'est humain? Moi, je trouve que c'est vraiment l'un qui valide l'autre, quoi. Ça veut dire que stratégiquement, en tant que bandeur de transformation radicale de notre système, transformation radicale de la société, ça a du sens. Et en plus, moi, je trouve que, en vérité... ça a du sens aussi plus intimement, plus humainement, tu vois. Mais c'est pas pour ça. Et alors attention, moi je veux pas du tout dire que c'est gagné, que ça sera facile, que tous les beaufs, tous les blancs de campagne, j'en sais rien, ont la même vie, comprennent les banlieusards, et enfin tu vois, genre même Ouria, là, quand elle en parle, elle est... Oui, c'est ça. De concept abstrait, qui représente des gens pas du tout homogènes, qui pensent pas du tout les mêmes choses. C'est ça. C'est vraiment divers. Qu'est-ce que ça veut dire au fond?
c'est des gens extrêmement différents. Moi, des beaufs, j'en ai dans ma famille. Il y a ça aussi, je pense qu'on a aussi ce rapport Ouais, où pareil. d'abord on connaît des beaufs, d'abord C'est parce qu'on ça. a ça dans nos familles, on a ça, voilà, c'est notre vie, c'est notre milieu social. Mais après, comme toujours, hein, il y a dans tes idées, il y a du vécu, je pense, et on se rapproche de ça parce qu'on a vu, on sait que c'est possible dans certains endroits. Mais nous, on aimerait que ce soit moins marginal, que ce soit une alliance qui devient enfin beaucoup plus crédible, beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Parce que là, pour l'instant, ça reste voilà des alliances qui elles-mêmes, à chaque fois qu'elles se découvrent, sont en mode waouh. Mais c'est en fait c'est possible, en fait c'est incroyable. Et par exemple, Lauriane, nous on l'avait lu même avant de la rencontrer. D'ailleurs, on l'a rencontrée parce qu'on faisait des petites références sur nos streams en scred. Et nous-mêmes à ce moment-là, jamais on aurait pensé qu'on puisse la croiser, qu'on puisse avoir les échanges qu'on a eus. En vrai, ça nous paraît fou maintenant avec le recul. Parce qu'au début, on se disait, ouais, nous, on lit ça, mais on est des ovnis. On est des ovnis de s'intéresser à ça. Parce que justement, là, je parlais de quand j'ai été dans les milieux plus universitaires, les milieux blancs de gauche ne parlent jamais de ça. Non, non, rien à faire. Et par exemple, moi, je me suis vu cacher mes goûts pour le rap, cacher mes goûts pour même un peu les mangas. Bon, ça passe un peu plus en général, mais cacher un peu les origines populaires, etc. C'est le genre de choses que tu fais en général. Et c'est le paradoxe bizarre de cette gauche blanche. Et je pense que c'est ça aussi qui, dans le discours, nous attire. C'est cette volonté de dire, hey, c'est bon, on va reprendre nous-mêmes le discours. Et quand je dis nous-mêmes, ça peut être les barbares, mais dans notre cas, c'est les beaufs, c'est les classes populaires, c'est les prolétaires avec notre sous-culture. On est là pour dire, hey, on est légitime aussi, on a des idées de gauche, et parfois on a un vécu qui fait qu'on comprend ce que la petite bourgeoisie intellectuelle ne comprend pas. C'est ça. Et puis pour finir, et puis aussi nous, tu vois, nous, on n'est pas dans un truc. Enfin, moi, je prétendrais pas être un artisan de la réconciliation des beaufs et des barbares ou quoi que ce soit. Nous, la vérité, c'est que on délivre ce qu'on est de manière la plus sincère. Et ça parle à qui ça parlera, tu vois. Et on n'a pas l'angoisse de dire faut qu'on ait plein de banlieusards sur notre stream et qu'on ait plein de beaufs ou quoi, tu vois. Genre, tu sais, presque, moi, tu vois, je veux pas non plus, on n'est pas dans une mission de convertir Oui. ci ou cela, de se conformer à, tu vois, genre, soit par exemple faire surjouer les beaufs ou alors surjouer les banlieusards ou quoi, machin, tu vois. Nous, on est aussi, on reste des paradoxes dans nos identités, tu vois, rien que l'opposition entre le côté un peu culture populaire, culture politique, qui a un truc qui a pas de sens. Enfin, tu vois, c'est pour ça aussi que moi, je prendrais même pas le terme beauf et barbare trop à mon compte, tu vois. Moi, je me vois plus. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire, Dani, C'est tu une vois. ligne d'horizon. C'est une ligne d'horizon, mais je Mais prétendrais après, pas qu'on est l'artisan de ça du tout, tu vois. la vérité, c'est d'être sincère. Et je pense que dans notre public, on a des beaufs et des barbares. Comme on a des intellos, comme on Bah a... oui, et, c'est et ça, franchement, c'est c'est ça. ça qui nous rend le plus heureux. C'est de ça. voir qu'on touche autant le prof de français que le petit banlieusard de 18 ans, fan de rap, qui a envie de comprendre le monde. C'est ça qui est beau, en fait. C'est ça qui est beau et c'est ce qu'on aime. En tant que petit butin de guerre, avez-vous des critiques à faire à Ouria, mais que vous n'avez jamais osé lui dire? Oui, Ah. mais c'est une petite critique. Non, c'est pas vrai. Non, mais la vérité, moi, je trouve que des critiques, on en a. Et on les a toujours faites en vrai, mais plus, ça veut dire qu'on va pas tryhard à faire 1 heure de stream pour dire la critique. On va faire des blagues. Par exemple, tu vois, nous, on se moque beaucoup, notamment de Wissam, sur le truc de on n'est pas de gauche, tu vois. Nous, c'est un truc, on est en mode, mais c'est pas vrai. Vous êtes des gauchistes de fou. Mais- Wissam, il a lu plus d'auteurs marxistes, il a lu plus d'auteurs féministes, il a lu plus de sociologues de gauche. Enfin, je veux dire, il a une culture militante qui est énorme et ne lui en déplaise. C'est un gauchiste, tu vois. Et ça, c'est un truc, mais en même temps, moi, je comprends pourquoi il se distingue de la gauche pour se placer à la marge, notamment de la gauche blanche, etc. Mais tout en étant, oui, bon, vous restez des gauchistes. Mais est-ce que c'est une vraie critique, tu vois? Et en pareil, fait, par c'est exemple. des critiques qu'on comprend. Moi, je Ouais, trouve c'est ça, que voilà. Par C'est exemple, ça. c'est ça. Moi, je trouve que vraiment, c'est la définition du gauchisme que de dire on est encore plus à gauche. On est les ultras de gauche puisqu'on est au sud carrément. Oui, voilà, Moi, c'est ça me fait rire parce que Est-ce je que vois c'est la grave tarabiscouille et je me dis mais ça va pas convaincre ceux qui sont pas de gauche.
tu vois. Et même ceux qui sont de gauche, ils vont faire ok, d'accord, pourquoi pas. Mais en vrai, je comprends la logique aussi de dire, vu comment la gauche prend pas un angle mort sur l'antiracisme, eh ben vas-y, on va dire qu'on est du Sud. Vu comment la gauche a du mal avec les questions d'impérialisme, etc. Je trouve du coup que c'est intéressant. Donc même si je vais me moquer, je suis compréhensif. Et c'est pareil pour d'autres trucs. Par exemple, Frexit. moi je pense qu'il y a peut-être des erreurs parfois formelles qui font aussi le sel d'Ouria, son côté provocateur, qui fait que du coup les gens en entendent parler. C'est aussi souvent sur ça que les gens vont dire ah là là, mais vraiment Ouria, les mots qu'elle utilise, c'est pas possible, ça sépare les gens, etc. Mais pareil, c'est la même chose, c'est que c'est une critique que j'ai autant envie de formuler que je comprends. C'est-à-dire que j'arrive pas, je me dis, ouais, mais sur l'aspect polémiste, est-ce qu'on s'emmerderait pas? Est-ce que Ouria serait si intéressante que ça? Et au final, on est tellement assez d'accord dans le fond sur beaucoup de choses que en vrai, C'est c'est ça. facile de la C'est comme de la Mélenchon, défendre pour moi nous, je trouve. Moi je trouve c'est comme Mélenchon sur le côté provoque, le côté des trucs qui font scandale, on va dire c'est comme ça. C'est que Mélenchon, il y a des fois tu te dis ah si seulement il avait pas insulté ce journaliste, si seulement il avait pas hurlé la République c'est moi, peut-être qu'il prendrait un peu moins cher dans les médias, mais en même temps tu vois Mélenchon tu le prends comme il est quoi, tu l'aimes comme il est et je trouve que Et il y en a qui l'adorent Ouria pour ça. il y en a qui Ouria dans une certaine mesure c'est ça aussi tu vois, c'est que bien sûr il y a des fois où t'es en mode waouh là elle est fort, elle a dit le truc. En fait c'est que ce qui est dit c'est pas que je suis pas d'accord, mais des fois t'es en mode waouh elle a choisi de pas l'expliquer, de le dire la façon la plus choquante possible, mais en même temps, politiquement, est-ce que ça a pas un intérêt qu'elle fasse ça et qu'elle soit en mode, genre, de dire, mais non, mais je vais arrêter de chercher à lisser et à rendre plus accessible pour des gens qui seraient choqués. Mon discours, non, je le dis tel que je le pense, et puis voilà, quoi. Et qui, de toute façon, aimerait pas ce qu'elle dit. Voilà, en fait, c'est ça aussi. Je pense que souvent, dans la forme, il y a ça aussi, c'est que quand tu choisis, entre guillemets, plus de t'en battre les couilles, c'est pas pour rien. C'est que de toute façon, ces gens-là ne t'auraient pas calculé ou tu n'aurais pas pu. Donc elle le sait. Donc limite, je pense qu'elle est en mode que ceux qui m'aiment me suivent. Et tant pis pour les autres. Et ça, pour le coup, en plus, je trouve que c'est très très indigène comme manière de faire. Et il y a ça aussi, je pense, avec Mélenchon. On avait parlé une fois avec Antoine Léaumont et notamment les aspects colériques de Mélenchon qui sont très très souvent critiqués, notamment à gauche. Ah là là, Mélenchon, l'ego insupportable, il peut pas savoir parler à un journaliste, machin, etc. Et en fait, Antoine Léaumont disait ouais, et quand on lui en avait parlé de ça dans un live qu'on avait fait avec lui, en lui disant bah tiens, il y a souvent cette critique, t'en penses quoi toi? Il disait bah c'est marrant, moi, ça ressemble un peu à une forme de mépris de classe parce que c'est exactement pour ça que les classes populaires adorent Mélenchon. C'est parce qu'il parle mal à des journalistes. Et pour beaucoup de gens à gauche très cultivés, c'est le problème de Mélenchon. Et c'est pour ça qu'il parle pas aux gens, alors que c'est exactement ce qui fait qu'il a une sympathie. Donc c'est pour ça, en fait, faut savoir aussi ce que beaucoup de gens vont dire. Ouais, mais elle est incompréhensible, elle utilise des mots, elle utilise le mot barbare, elle utilise les mots noirs, arabes, peut-être qu'il faudrait passer à autre chose, le mot blanchité. Enfin, tous les gens qui veulent absolument changer le sens des mots qu'elle utilise, peut-être qu'ils devraient peut-être considérer que, ok, eux, ça les choque, mais qu'à d'autres gens, ça leur parle. Et c'est toujours le problème qu'on va avoir avec des auteurs, des autrices très engagés et qui ont un style formel très fort, quoi. Ouais. Et nous, on adore ça. On est clients, de toute façon, on l'a dit tout à l'heure avec Bégodeau, on est clients des auteurs, des autrices radicaux, quoi. Votre public est à votre image ou totalement différent? Oh. Alors déjà, je pense il y a deux choses. C'est que dans le public qu'on voit à nos scènes, aux spectacles, etc., aux événements qu'on organise, c'est un public qui est forcément parisien, puisque déjà on n'a fait qu'à Paris pour l'instant, même si on aimerait aller ailleurs, et qui a un peu des moyens, parce que pour venir dans une soirée à Paris le soir, on le sait, nous on le voit, c'est que par exemple notre public banlieusard à 23h il disparaît parce que les RER, parce qu'en fait il y a toutes ces questions-là déjà pratiques, de prix, de machin, qui font que on sait qu'on a peut-être la frange la plus aisée qui vient dans ces moments-là, mais Aisée même celle-là, ou étudiante, voilà. Mais même celle-là, elle est déjà d'une diversité, je trouve, assez intéressante. Et je pense que là où notre public est à notre image, c'est qu'il est extrêmement divers, que ce soit en termes de classe sociale, même de couleur de peau, d'intérêt, parce qu'on va avoir des gens un peu gaming, ou alors des gens qui sont dans l'art, un peu modeux. On va vraiment avoir des gens, mais le point commun, je pense, qui nous unit, c'est qu'on est souvent un public qui, je pense, est à notre image, c'est un pluriel, qui s'intéresse à plusieurs choses en même temps. Qui a des identités peut-être un peu paradoxales ou un rapport à la marginalité. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec des gens qui
qui vont à chaque fois être très différents, mais qui ont pour point commun d'aimer plein de trucs différents, justement. Et ça nous rend hyper fiers, quoi. Ouais, carrément. Moi, justement, je trouve que ce qui est intéressant et inédit dans notre communauté, c'est qu'on a réuni des gens de qui on a dit, toute ma vie, on m'a dit, et même les gens de gauche disaient c'était impossible de les réunir, tu vois. Genre, tu vois, des LGBT aux banlieusards, en passant aux petits étudiants fans de philo, les gens très politisés, syndiqués, militants à la France Insoumise ou ailleurs, tu vois, et que des gens où, tu vois, on a l'impression que c'est pas des mondes qui vont forcément se mélanger, mais en fait, là où t'as raison, Dany, que ce qui les réunit, c'est la curiosité. Ce qui les réunit, c'est de pas se laisser enfermer dans ce dans quoi on voudrait les enfermer, tu vois, et de savoir s'intéresser aussi, tu vois, la passion de l'altérité aussi, je pense, tu vois, la passion de découvrir l'autre, la passion de ne pas rester même dans ta zone de, ouais, et l'envie de ne pas rester dans ta zone de confort, forcément, d'être un peu bousculé dans tes convictions, mais qu'elles soient politiques, mais qu'elles soient aussi intimes, parce que nous on parle aussi beaucoup, tu vois, à travers la philo ou quoi, on parle beaucoup de questions intimes, de tout, tu vois, mais de genre, même culturel, etc. Et en fait, il y a une vraie diversité et un vrai point commun qui est que t'as envie de voir ailleurs, t'as envie de découvrir des trucs, t'as envie de te passionner, t'as envie de, tu vois, et c'est ça, la vraie fierté, c'est ça, quoi. Et surtout, au-delà de la diversité, vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est les marginaux de leur milieu. Par exemple, on va avoir l'insoumis fan d'Ouria, qui du coup vient nous dire c'est difficile à défendre devant mes potes. On va avoir le banlieusard qui a une identité queer et qui vient en mode moi ça résonne en moi le discours que vous avez sur la difficulté du coming out, par exemple. Ou alors le prof qui a vraiment envie, qui trouve que le système scolaire est vraiment salaud avec les élèves et qui aimerait vraiment que ça bouge, que ça change de l'intérieur, et qui comprend pas ses collègues, comment ils parlent des gamins, notamment ceux qui sont plus précaires, ou ou les noirs, les arabes, qui vont avoir des discours racistes. En fait, ça qui est marrant, c'est que j'ai l'impression qu'on attire des marges et qui du coup ne souhaitent que se rencontrer ou qu'on des centres d'intérêt pluriels, quoi. Mais ça nous rend hyper fiers, parce que je pense que de toute façon c'est ce qu'on est. Tu viens sur nos streams, si t'as un seul intérêt, genre si t'aimes que la politique, il y a vraiment des meilleurs streams que les nôtres. Mais si t'as envie que d'un coup ça parte dans un tunnel sur le cinéma, puis qu'après ça revient un peu en mode humour, après ça part, on va parler de BD, la politique, machin. Je pense que c'est ça aussi, c'est ce côté où on n'arrête pas de passer d'un sujet à l'autre. Et c'est ça qui nous apporte cette diversité-là. Moi, souvent, je dis qu'on n'a pas genre un public, mais qu'on a des publics. Et que c'est pour ça qu'on a du monde par rapport à d'autres, peut-être. Ouais, j'aime bien ta réponse, ça me va. Vous reprochez à Usul de s'être écarté de la gauche radicale, mais vous ne l'êtes pas non plus. Alors déjà, attends. Déjà, moi, je viens de l'extrême gauche, moi. Genre déjà, ça, j'accepte. Moi, je viens vraiment de l'extrême gauche la plus. J'ai été Mao, j'ai été Toto, etc. Voilà quoi. Donc, j'accepterai pas de dire que j'ai jamais été radical. Et ensuite, moi, je suis désolé. Il y a une différence fondamentale entre Mélenchon et Marine Tondelier, par exemple. Moi, je suis persuadé que tu ne peux pas mettre sur le même plan la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Je trouve que il y a une vraie différence de nature, et tu peux encore moins mettre sur le même plan être mélenchoniste, réformiste à la Mélenchon, et François Hollande ou le Parti Socialiste, etc. Alors Usul a jamais défendu le Parti Socialiste, etc., machin, tu vois, mais je trouve aussi que faut se méfier. Il y a les idées politiques, il y a les positions, et il y a les choix médiatiques qui sont faits. Ça veut dire que Usul, en son fort intérieur, il peut être encore communiste, révolutionnaire, matérialiste, marxiste, léniniste. Quand tu te fais piéger dans des dispositifs tels que dans lequel il s'est fait piéger, pour moi, c'est une erreur politique qui est importante de critiquer, tu vois. Et pareil, de légitimer par exemple Marine Tondelier, qui pour moi est une autre arnaque, au pire social-libéral, au mieux social-démocrate molle. On l'a vu encore sur la question de Naël et sur la question des émeutes. Ses positions par rapport à la police, ses positions par rapport à la semi-condamnation des émeutes dans les banlieues, et le côté où
comment ils étaient gênés à Europe Écologie Les Verts par rapport à la France Insoumise, où on a vu chez Mélenchon et chez d'autres une vraie solidité sur cette question-là. Tu vois, par exemple, sur la question de l'antiracisme, pour moi, tu ne peux pas mettre les deux sur le même plan, tu vois. Et je pense pas que la question, tu vois, du communisme, des rapports de production, etc., soit le seul angle pour mesurer la radicalité et l'efficacité politique, tu vois. Si tu peux dire, tu veux qu'on est réformiste, etc., mais jamais tu me verras défendre Europe Écologie Les Verts. Moi, c'est impossible. Je me suis construit contre le confusionnisme social libéral du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts. Moi, je me suis construit contre ça. Même nous, on est aussi la génération Hollande où on a eu la désillusion d'Hollande, etc. Relégitimer, ne serait-ce que sa parole médiatique, pour moi, c'est un red flag. Vraiment, Hollande, on doit le laisser mourir dans les poubelles de l'histoire, j'en suis persuadé. Et je n'accepte pas vraiment, très sincèrement, de mettre Mélenchon sur le même plan que lui, de mettre Mélenchon sur le même plan que Marine Tondelier. Tu vois, même cette petite musique de « Ah, Mélenchon, ok, peut-être que des fois, il a un peu plus de gauche que Tondelier, mais il est pas clair sur ce truc-là, et puis il fait peur aux gens, donc peut-être que Marine Tondelier, ça serait mieux, etc. » Moi, même dans un rapport de classe, je sais que même dans un cadre d'élection, le prolétariat écoute un Mélenchon, n'écoutera jamais une Marine Tondelier. Il faut arrêter de mentir. Et on va me sortir, oui, mais elle a un Beaumont, elle a quand même, etc. Enfin, ça se voit dans ses prises de parole publiques. Moi, je suis vraiment opposé politiquement à ça. Donc, je comprends même pas le truc de, ouais, vous êtes moins radical que lui, etc. Ouais, mais en même temps, si tu regardes aussi médiatiquement, nous, on est sur une chaîne Twitch indépendante, on est une parole très libre, on fait tout ce qu'on veut face à quelqu'un qui se prête, et grand bien lui fasse, au jeu médiatique. Et moi, je trouve qu'en plus, Usul a su très bien le faire, de faire sa place, tu vois, dans un truc plus institutionnel, Mediapart, etc. Et je trouve que justement, il a réussi à jouer sur cette ligne très fine de se conformer à leur code, en continuant à délivrer, à dérouler des idées qui vont dans le bon sens, à mon avis, mais que quand les moments où ça dérape, où il y a le passage de ligne, typiquement l'interview Hollande ou le fait de un peu trop aimer Marine Tondelier, bah pour nous, c'est important de le dire, tu vois. Et puis il y a aussi le truc de Usul, c'est un camarade, c'est un interlocuteur avec qui on peut se taper dessus. Exactement. On peut y aller parce qu'il est solide. C'est ça, attends. Déjà, c'est un camarade Usul, pour utiliser le terme approprié. Donc, on peut se permettre des choses et on fait des discussions. À chaque fois qu'on a eu des discussions avec lui, c'était soit dans le cadre privé, on se fait nos différents reproches, il en a aussi à nous en faire, et ou sinon en public. Et on trouve que c'est super intéressant parce que justement, ces questions-là, plein de gens se les posent, je pense, dans le public, et regardez ce qu'on a eu. Tout le monde n'est pas d'accord avec nous, tout le monde n'est pas d'accord avec Usul. Et je trouve que ça crée de la réflexion, et c'est très intéressant. Mais sur les angles que Usul il est devenu réformiste ou mélenchoniste, c'est pas sur ça qu'on le critique. Hein. Sur quoi on le critique, c'est tout ce que vient de dire Raz, je trouve, avec brio. Mais même, voilà, j'insisterai un peu plus, c'est aussi plus sur un angle d'indépendance aussi. C'est-à-dire que la stratégie d'Usul qu'on a défendue, par ailleurs, on l'a déjà plusieurs fois défendue sur ça, c'est une stratégie d'entrisme. C'est-à-dire que lui, justement, il profite un peu du capital social qu'il a acquis pour aller dans des espaces légitimes, Backseat, c'est ce soir, etc. Et d'y déployer un discours de gauche. Mais du coup, quand on trouve qu'il déploie pas assez le discours de gauche et qu'il est trop écrasé par la structure, on lui fait le reproche. Et on lui fait le reproche en bon usulien. Parce que aussi, le fond de la critique, en tout cas de mon côté, c'était il a passé quand même 10 ans, parfois même un peu à gatekeep la gauche, avec le discours il faut pas débattre, il faut pas aller dans les médias. Bourdieu, relire Bourdieu. Attention, Bourdieu a dit que la structure finit toujours par structurer, même celui qui se croit plus malin que la structure, etc., etc. Et pour autant, et aujourd'hui, il a un peu changé d'avis par choix personnel, par choix même de carrière. Et en vrai, moi, ça, sur un plan purement personnel, je le comprends et même je lui souhaite. Mais du coup, là, il y a quand même un petit bug dans le discours qu'il faut adresser, parce que les critiques qu'Usul a fait aux autres, nous, par exemple, nous retombent dessus. C'est-à-dire que c'est assez marrant que souvent, le public d'Usul, je vais dire ça comme ça avec des gros guillemets, va nous tomber dessus en disant oui, vous débattez, vous faites ça, machin, mais ne va pas tomber sur Usul quand il va voir Hollande. Et là, nous, on se dit, attendez, comment ça se fait que nous, qui sommes des indépendants, qui refusons de rentrer dans des structures médiatiques et qui préférons justement rester maîtres de nos moyens de production,
autant qu'on peut, hein, parce que ça reste Amazon derrière, évidemment. Mais comment ça se fait que cette critique nous retombe dessus alors que derrière, il y a rien. Et c'est pour ça que sur cette séquence-là et sur d'autres, on est un peu plus critique, mais après, on a su aussi le défendre. Et par rapport parfois même à de notre chat plus radical, qui était en mode Usul, chez Backseat, fait ça, machin. Et il y a 2-3 fois, il a su envoyer des fions. Il y a 2-3 fois, il a su faire des choses. Et il y a des choses extraordinaires. Ouvrez les guillemets. Sur les dernières saisons, je trouve que c'était quand même largement au-dessus des premières. On sent que c'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute de la critique, malgré tout, même si ça peut lui prendre un peu du temps, notamment parce qu'il a la peau dure avec tout ce qu'il prend dans la tête. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est important que des Dany Raz existent pour et que des Usul existent, et que c'est le dialogue et parfois les engueulades entre les deux qui font que lui comme nous, peut-être qu'on peut aller dans une bonne direction. C'est ça. Et puis moi, je trouve que les critiques, moi j'ai l'impression qu'en dehors de nous, il les a prises à bras le corps. On l'a vu à Backseat carrément regretter d'être venu voir François Hollande. Donc je pense que même en dehors de nous, il s'en est rendu compte, tu vois, pour prendre cet exemple-là. Et puis aussi avec Usul, moi je pense qu'il faut comprendre aussi, c'est que Usul, on a un rapport, je vais le dire comme ça exprès, on a une proximité de classe avec Usul, parce qu'on vient tous les trois de milieux prolétaires. Et il y a aussi une capacité de conflictualité qu'on a avec lui grâce à cette proximité de classe. Ça veut dire que c'est quelqu'un avec qui on peut se prendre la tête, on peut être dans du conflit politique et même aller très loin et rester des camarades. Et ça aussi, moi, ça vient aussi, je pense, de la culture. Il y a la proximité de classe et aussi la culture militante que Ursula et que Dany a aussi en partie, de cette tradition à gauche de se prendre la tête. Tu vois, un truc que moi je trouve qui a un peu disparu, mais que je retrouve chez Jules, le conflit n'est pas une agression. Voilà, à un moment donné, tes camarades, des fois même dans la même organisation ou pas, tu vas te retrouver au bar, en AG, j'en sais rien, et tu te prends la tête parce que t'es pas d'accord sur une position, mais le lendemain, quand faut aller au combat, et ben t'es à nouveau à côté, tu vois. Genre c'est vraiment un vrai truc. Et ça, avec Usul, dans toutes les critiques que j'ai à lui faire, je trouve que là-dessus, c'est possible avec lui. Là-dessus, c'est possible de s'opposer frontalement et ensuite de quand même continuer à se considérer comme des camarades par ailleurs. Et nous, c'est ce qu'on a toujours fait. C'est ce qu'il fait en plus. Là, par exemple, sur Mélenchon, sur les émeutes, il a été solide. Il avait été très critique, par exemple, avec son épisode sur Ruffin. Voilà, la semaine d'après, le réel lui a donné tort, on va dire ça comme ça. Il a tout de suite dit, oui, bon, moi-même, là, c'est bon, je reviens sur ce que j'ai pu dire. Et faut avouer que Mélenchon est solide en ce moment. Donc, c'est ça aussi, c'est que même si parfois, je pense qu'il va camoufler ce qu'il pense pour plus plaire dans le milieu social dans lequel il évolue, quand c'est trop gros, quand le réel revient faire surface, il y va et il est là. Et c'est aussi à ça qu'il sert. Il temporise. Et nous, notre problème, et c'est ce qu'il nous reproche, c'est que nous, on a ce rôle privilégié de petit con, de pouvoir tout critiquer, et que du coup, c'est plus facile justement de faire les radicaux que lui. On vous reproche de caricaturer et de fermer toute perspective révolutionnaire. Sachant qu'une transformation des bases économiques de la société, donc des modes de production, c'est une révolution en soi. En gros, ce qui nous est reproché, c'est de caricaturer les positions révolutionnaires et de les enfermer dans la side, on va dire, bandeurs de lutte armée. Un peu, c'est ça le reproche, c'est que nous, on décrédibilise la révolution en disant « Ah, vous êtes des bandeurs de la lutte armée ». Moi, déjà, première chose, oui, j'assume de trouver que beaucoup de discours révolutionnaires se résument à bander la lutte armée un peu, et à avoir cet horizon-là. Et je suis désolé, Juan Branco en est une image qu'on est obligé d'analyser, tu vois. Ça reste, par exemple, dans les paroles révolutionnaires qui sont accessibles aujourd'hui, je suis désolé de dire que Juan Branco fait partie de ceux qui a le plus d'audience. Donc, de fait, la pensée révolutionnaire se fait, malgré elle, enfermer là-dedans, tu vois. Et surtout, ce que je trouve aussi, c'est que, en fait, moi, je trouve qu'il y a un paradoxe dans la pensée révolutionnaire. Moi, je comprends ce que tu dis, que la lutte armée, c'est pas le début, la fin de la révolution. Moi, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que, pour moi, Mélenchon est dans une pensée révolutionnaire, tu vois, à mon avis. Mais en même temps, il y a une terreur
de penser ça. Ça veut dire que les gens qui sont pas complètement bandeurs de la lutte armée, ils sont quand même dans des réflexions et dans une position sur la transformation de la société qui, je suis désolé, sous-entend une lutte armée, en fait. C'est qu'à un moment donné, la transformation radicale des moyens de production, c'est quand même un horizon qui, pour moi, si tu passes pas par les urnes et par la conviction très large du peuple pour le faire, l'autre option est une lutte armée. Je ne vois pas, en fait, je n'arrive pas à imaginer, et ça c'est peut-être ma faute, je veux bien qu'on m'explique, comment tu fais l'entre-deux. Est-ce que en ayant les gilets jaunes, on a réussi à obtenir ça? Est-ce que tu vois, même, je sais pas, j'en sais rien, c'est quoi, Occupy Wall Street, Podemos, MDR, on a vu ce que ça a donné, tu vois. Moi, genre vraiment, et ça c'est peut-être un manque d'imagination de ma part, mais moi j'ai vraiment pas l'impression que on ait une troisième voie, tu vois. Genre, moi, justement, je trouve que la réforme des retraites, les mobilisations très larges, les manifs sauvages, etc., ont montré que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est du rapport de force culturel, c'est du rapport de force idéologique, c'est du rapport de force dans l'assentiment et la population et leur envie de s'opposer à ça et de se révolter. Et de fait, on est verrouillé par le libéralisme, par le libéral-fascisme, tu vois, on est verrouillé par ça. Et moi, c'est aussi pour ça que je suis pas en train de dire qu'on va être sauvé par les élections, je suis pas en train de dire qu'on va être sauvé par la lutte armée, et que je me présente sincèrement en tant que militant révolutionnaire, je vais le dire comme ça, démuni. C'est-à-dire que moi, à Arras, je n'ai pas aujourd'hui de solution pour la prise du pouvoir et la transformation de la société. Et il y a des gens qui vont nous le reprocher à gauche d'avoir cette position qu'on pourrait dire un peu, tu vois, dépressive ou, tu vois, comme s'il n'y avait pas d'horizon. Mais moi, je suis obligé de le dire comme ça. Je suis obligé de le dire comme ça, que de fait, je ne vois ni une lutte armée prendre le pouvoir, je ne vois pas une lutte par les unes prendre le pouvoir, ou c'est entre-deux. Moi, je trouve que, tu vois, les grèves générales, la manifestation qu'on pourrait voir comme un entre-deux, tu vois, qui est pas encore de la lutte armée, mais qui est pas non plus que se limiter aux urnes, tu vois. Et en fait, tous ces trois trucs-là, moi, je les vois verrouillés par un rapport de force qui nous écrase, en fait. Et c'est pour ça aussi que nous, avec Dany, on a un domaine de lutte qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la lutte culturelle pour les idées, etc. Et en fait, le côté un peu par-dessus la jambe que j'ai avec les militants révolutionnaires, c'est que je suis en mode non, désolé, vous ne me parlez plus, vous ne me faites plus voir des solutions de lutte, quelles qu'elles soient, qui me paraissent viables. Et en fait, moi, mon vrai reproche, c'est que je suis orphelin des idées révolutionnaires, je suis orphelin du possible révolutionnaire. Je trouve que on n'a pas réussi à trouver, on n'a pas réussi à se transformer. Tu vois, Mélenchon, il parlait d'un truc, je trouve que c'est pareil. Mélenchon, il dit en 83, tout le monde parle du tournant de la rigueur de 83 qu'on n'aurait pas dû faire. Et il dit, mais la vérité, c'est qu'on y a concédé au libéralisme. La vérité, c'est que nous qui étions critiques des institutions européennes, qui étions critiques du libéralisme, nous n'avions rien à proposer à l'époque. C'est ça qui nous a baisé. Ça nous a baisé les libéraux du PS. Bien sûr qu'ils nous ont eu et qu'ils ont fait le tournant de la rigueur. Mais nous, qui étions l'aile gauche du Parti Socialiste, on n'avait plus rien à proposer. On était vide d'idées, et c'est comme ça qu'on est tombé dedans aussi, parce qu'on n'avait pas d'autre solution. Et moi, je trouve que là, c'est une métaphore un peu tirée par les cheveux, mais on est dans la même situation. Bien sûr qu'on sait qu'on va droit dans le mur, qu'il y a le libéralisme, qu'il y a le fascisme qui arrive derrière, qui sont main dans la main pour nous baiser, mais en même temps, je nous trouve orphelins de propositions. Je sais pas ce que t'en penses, Dany, si ça te paraît incompréhensible ce que je dis, tu vois. Non, si, mais, moi, je suis... tu vois, et c'est ça, moi, le vrai constat, c'est, et je ne me sens pas capable, moi, aujourd'hui, avec tout le logiciel d'extrême gauche que j'ai eu, mais vraiment, genre de bandeur de la révolution au dernier degré, mais même, moi, jusqu'à Action Directe, c'est des gens qui ont nourri ma pensée, tu vois, ou genre, dans ma vie, j'ai même été anarchiste individualiste, à chanter la ravachole, etc. Enfin, tu vois, genre, moi, je suis vraiment pas dans un rejet même de la violence, tu vois, mais de fait, aujourd'hui, ce n'est plus un horizon que je pense possible. Et j'attends qu'on me prouve le contraire, ou alors qu'on me trouve... Vraiment, je demande juste j'ai besoin d'être aidé par des gens qui sont sûrement plus intelligents que moi à penser une nouvelle façon de transformer le réel. Voilà. Je pense que... Après, moi, je pense qu'au-delà de la réponse très sérieuse et premier degré de Raz, oui, que nous aussi, on se moque d'un certain gauchisme plus que des révolutionnaires en soi.
C'est-à-dire qu'on voit, nous, souvent, les critiques qu'on fait, c'est pas parce que des gens très sérieux là-dedans, d'ailleurs, on en connaît, même on en a rencontré, des gens qui sont très sérieux, qui ont des vraies idées révolutionnaires et qui pensent à changer profondément le réel. Et nous, ça nous intéresse à lire, à découvrir, à écouter. Mais là, ce dont nous, on se moque, c'est souvent les bandeurs de la révolution qui sont en mode abolir la prison, abolir ceci, abolir cela, qui nous paraissent des discours tellement déconnectés de ce qui se passe dans le pays, du rapport de force de Macron, de sa police, de ce qu'on voit déjà dans les rues justement avec les manifestations, avec les gilets jaunes, avec les émeutes là récentes, etc. Quand on voit ce rapport-là, et nous, on sait qu'à bout d'un moment, ce discours-là, il devient inaudible. Et nous, notre but avec Raz, c'est de se rendre audible. Et du coup, on préfère aller justement parler des, voilà, Raz à cœur ouvert, de ces angoisses, des angoisses que peuvent ressentir beaucoup de gens en mode, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vois que c'est verrouillé, je vois bien que je vais pas envoyer mes petits frères ou moi-même aller me tuer face à une police ou une armée qui de toute façon va me décimer avec une population qui n'attend clairement pas en plus qu'on s'empare comme ça du système. Et donc nous aussi, notre discours, on le place là pour parler justement aux gens qui badent, aux gens qui dooment et leur dire que c'est pas totalement sans espoir, que justement la révolution culturelle, elle est possible aussi. Nous, on estime que notre discours sur Twitch et notre façon de faire parmi la gauche, notre manière de militer, notre manière de parler, les idées qu'on propose sur l'antiracisme, sur le queer, même sur le mépris de classe, la critique qu'on va faire des professeurs, du gouvernement, de la police. Et on appelle, d'ailleurs, on trouve qu'il y a des choses qui sont catastrophiques et qu'il est urgent justement de réformer. C'est pour ça qu'un Mélenchon nous donne aussi de l'espoir, par exemple la 6e République, ou le service public, l'hôpital, les écoles, etc. Toutes ces choses-là, ces idées-là, on veut d'abord défendre ça parce que ça nous paraît être des urgences et que c'est sur ça aussi qu'on redonne de l'espoir aux gens. Et le premier MP qu'on reçoit avec Raz, c'est « vous m'avez redonné foi en la gauche, vous m'avez redonné envie » parce que justement, il s'y perdait entre des gens qui sont trop radicaux, mais en plus, là, on parle pas genre de gens qui seraient prêts demain à aller prendre une mitraillette ou qui ont un discours marxiste, révolutionnaire, extrêmement développé et convaincant. On parle de gens qui fantasment, qui sont juste sur Twitter, un peu en bad, je les comprends en vrai, hein, et qui fantasment que ouais, vas-y, on va abolir ça. Et nous, c'est ces décalages-là dont souvent on se moque avec Raz. Mais c'est pas vraiment tant que ça des révolutionnaires, en fait. Non, mais juste, moi, tu vois, pour finir aussi, moi, je me méfie aussi du sociolecte révolutionnaire. Ça veut dire que va voir des gens avec un fanzine révolutionnaire, marxiste, matérialiste, avec tout le sociolecte de la révolution et même le mot révolution, c'est un repoussoir. C'est qu'il y a aussi, pour moi, une réflexion stratégique de comment faire la révolution sans être dans des codes qui, moi, par ailleurs, me passionnent. Je veux dire, enfin, vraiment, tu vois, genre, c'est tout l'imaginaire révolutionnaire, l'anarcho-syndicalisme, le syndicalisme, même, tu vois, l'Espagne, tu vois, tous ces trucs-là. Même moi, j'ai été passionné par les zapatistes aussi pendant longtemps et tout, tu vois. Genre, c'est vraiment un truc qui m'habite sincèrement. Et si les gens, c'était un truc qui leur parlerait, mais moi, je serais de fou d'accord pour être dans cet imaginaire-là. Il y a pas de problème, tu vois. Mais moi, jusqu'à Fidel Castro, jusqu'à Cuba, le Che, enfin, tu vois, tous c'est des figures qui sont importantes pour moi. Moi, je pense que c'est plus possible. Moi, je pense que les réhabiliter en restant dans cet imaginaire-là, moi, je trouve que ça repousse les gens. C'est vraiment mon avis personnel. Après, voilà. Qui a dit il faut un désir de sortie du capitalisme plus fort que le désir du capitalisme et qu'il faudrait rendre le communisme luxueux. Nous, ça, c'est une phrase, on est totalement d'accord avec ça. Et c'est pourquoi, en général, la blague qu'on fait juste après, c'est du coup, Lordon commence par arrêter de faire des confiances à des militants de révolution permanente. Après, là, la critique d'Anira, je dis pas que c'est la plus profonde et la plus intelligente, mais en tout cas, c'est cette première étape. Et bizarrement, beaucoup de gens viennent nous écouter aussi parce que ils ont ce sentiment-là que, gros, ça y est. Vous êtes souvent critique envers le signifiant communiste. On a l'impression que vous voulez l'exclure du débat. Est-ce le cas ? Alors, je suis pas d'accord avec je répondrai après. Je suis pas d'accord avec le fait qu'on dit ça. Au contraire, nous d'ailleurs, on est toujours sur cette idée, vas-y, il faut le rendre désirable. Et par exemple, moi je trouve qu'on parle déjà beaucoup de nous, on aime bien parler de déjà là
communiste et de comment on peut penser ça. Alors c'est pour ça qu'on tient vachement à préserver, par exemple, la sécurité sociale, l'hôpital public, les retraites, etc. Ou en tout cas, de les repenser, mais dans un cadre qui n'est pas celui de Macron, hein, évidemment, mais qui serait des réformes beaucoup plus intelligentes de ces systèmes-là. Voire même, et moi, une des choses qui m'a amené à devenir vraiment de gauche, c'est la proposition du salaire à vie. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours défendu, et ou revenu de base, ou peu importe, je m'en fiche. Évidemment, la version Frio me paraît moins libérale, débile que d'autres. Mais ça, pour moi, ça c'est quelque chose de désirable qui donne envie d'y croire. Mais moi, par exemple, dans les idées communistes que j'ai, il y a le librisme, Internet, les réseaux décentralisés. Je sais que Sarraz, il va péter un plomb, mais moi, c'est des choses qui m'ont toujours attiré. Et je crois même que notre aventure avec Raz, que les gens aiment bien dépeindre en capitalisme parce que on parle du fait qu'on est des auto-entrepreneurs, machin, etc. Mais ça, c'est parce que ce sont les règles légales. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on doit payer nos impôts. Mais avec Raz, on a choisi de tous partager, on a choisi de travailler entre nous, on a choisi de donner d'abord à nos potes, on a choisi de prendre les décisions en commun. Et j'ai choisi, moi, presque on n'est pas communiste, on est autogestionnaire, nous. Voilà. On a choisi de prendre une carrière qui était une carrière très individuelle et tout. Et moi, j'ai choisi de la partager un maximum avec quelqu'un d'autre, au minimum. On peut pas non plus faire des prouesses. Mais en tout cas, on a choisi d'avoir ce truc-là, d'être plutôt à plusieurs que seul. Et du coup, de sortir aussi de l'individualisme. Donc, en fait, moi, les idées communistes, c'est des idées qui me traversent. Par contre, je n'ai connu que le cadre du capitalisme. Et donc, j'essaye de faire, là où je le peux, du déjà là communiste. C'est-à-dire, on essaye de prendre un peu les règles qu'on peut et tordre le truc. Et, par exemple, ne pas jouer totalement les règles du capitalisme exacerbé en permanence, en mode « Ah, vas-y, je vais juste prendre pour ma pomme, on va tout faire, on va s'en battre les couilles, on va juste machin ». Ça, déjà, pour moi, c'est déjà un bon départ. Et c'est ça qu'on essaye de dire aux gens. Après, de là à ce qu'on soit justement le communisme, il faut tout changer, lutte armée, c'est évident que c'est pas ce qu'on... Moi, je rajouterais un truc aussi, c'est que moi, je viens par exemple d'une famille, on a parlé de mon daron qui était syndicaliste et qui s'est construit en tant qu'anticommuniste, donc en France, anti-autoritaire. C'est que moi aussi, j'ai un rapport au Parti communiste français, au communisme réel, tu vois, qui est foncièrement autoritaire, qui est en France, qui est raciste. Le Parti communiste français est un parti raciste aujourd'hui, c'est évident, on l'a vu avec Fabien Roussel. Et moi, je me méfie, par ma formation politique, des communistes un peu trop affiliés au PCF ou autre, du communisme réel et des applications qu'il y a eu. Et c'est aussi pour ça que, tu vois, moi-même, quand j'étais bandeur de Mao, j'étais bandeur de quand il était jeune et que c'était presque un autonome, tu vois. Donc ça veut dire que même mes escapades communistes étaient déjà un peu anticommunistes, tu vois. Donc voilà. Et puis moi, c'est aussi ça, c'est la méfiance que j'ai aussi des communistes. C'est aussi ça, c'est aussi je suis foncièrement anti-autoritaire. Et du coup, je me méfie d'eux à cause de ça, sans dire que tous les communistes, tous les gens qui se réclament du communisme sont autoritaires, mais voilà quoi. Genre, je reste toujours un peu en méfiance par rapport à ça, de par ma formation. Donc, on a un côté libertaire au sens de gauche du terme, un côté même peut-être plus anard. En plus, bon, je pense que la période squat peut nous coller aussi un peu plus cette étiquette, mais je pense qu'on a peut-être un peu plus cet aspect-là. Et par exemple, ce que tu dis sur le communisme réel, c'est très vrai. Moi, je disais, ma famille, mon père qui était ouvrier, lui, il n'était pas du tout syndiqué ni militant. Et lui, il me disait toujours que, un peu pareil, il a travaillé en mairie, en banlieue souvent, et il a eu des maires communistes. Et il me disait, moi, ce qui m'énervait, par exemple, c'est quand il y avait un maire de droite, il venait me serrer la main et me disait, bon, il vous faut quoi pour faire votre travail? D'accord, ok, d'accord, vous allez faire ça. Et il était en mode, ce n'est pas mon monde, donc je te respecte. Et ce qu'il ne supportait pas des maires communistes ou des élus communistes, c'est qu'ils venaient lui parler comme si c'était des ouvriers eux-mêmes. Alors que c'était des intellos qui comprenaient rien à son job et qui disaient, ah, tu devrais plutôt faire comme ça. Et ça, mon père, il me disait, moi, c'est le problème que j'ai avec les communistes, c'est qu'ils disent nous défendre, mais qu'en fait, ils ne nous comprennent pas. Et moi, ça, j'ai grandi... très Parti communiste français, c'est vraiment le PCF. C'est pas le communisme, c'est le PCF. Mon père n'était pas une lumière politique. Attention, il y a beaucoup de choses avec le recul. Mais en tout cas, moi, j'ai grandi dans un environnement aussi comme ça, qui est celui de la banlieue, où les communistes possèdent littéralement quasiment toutes les villes, en tout cas à l'époque, et où tout le monde se méfie d'eux, parce qu'on a bien vu que la police était la même, que machin, que truc, et qu'en fait, c'était pas forcément dans ces intérêts-là. Donc,
il y a aussi ce décalage-là qui fait qu'on va être très critique en général du PCF, etc. Mais par contre, les idées communistes en Voilà, il faut séparer les deux, philosophique, c'est important, c'est ça, par important. contre, pour moi, ça a toujours été extrêmement important, extrêmement fondateur. Et c'est pas pour rien que je vais avoir beaucoup moins de mal à dire que je suis marxiste, que je suis matérialiste, qu'à dire que je suis un militant communiste. Mais c'est pour cette petite nuance-là. Et un des problèmes, d'ailleurs, un de nos côtés, ouais, où on fait les fans de capitalistes, un peu débiles, etc. C'est aussi pour rééquilibrer une gauche qui a trop été dans le mépris de classe, de code prolétaire, en les jugeant trop capitalistes. C'est-à-dire que c'est jamais leur application de merde, de start-upper, de méditation à la con, qui est vue comme un truc de capitaliste. C'est le rap, c'est les chaussures Nike, c'est ceci, c'est cela. Et avec Raz aussi, on a aimé prendre à contre-pied, et on prend toujours à contre-pied ça, où on voit constamment aussi une certaine gauche qui aime dire ah mais ça c'est pas bien, c'est capitaliste, ah vous avez des marques, ah vous avez ceci, alors que derrière ils ont aucun problème à parler de leurs 250 consoles de jeux ou de leur voyage je ne sais où. Et en fait c'est ça aussi où nous on met de l'ironie, on met de l'humour, un peu d'agressivité, etc. En vrai, moi, je m'en fiche. Les gens font ce qu'ils veulent. On les juge pas sur ça. On sait très bien que c'est des individus pris dans le capitalisme. Et je pense qu'il est là aussi notre discours qui parfois peut paraître confus. C'est qu'on aime aussi parler les gens là où ils en sont et de les prendre dans leurs paradoxes. Et nous-mêmes, on est dans nos paradoxes du capitalisme de devoir être sur Twitch, devoir travailler avec Google pour YouTube, devoir travailler avec Amazon, de devoir gagner de l'argent, et de devoir redistribuer cet argent, de le gérer, etc. Enfin, pour payer des impôts, nous on est très chaud, mais qui derrière vont aller à Macron, à sa police, à son programme, etc. Nous, c'est des choses qui évidemment me dérangent, mais c'est le monde dans lequel on est né. Et avec ces outils-là, on fait du mieux qu'on peut pour rester à gauche et surtout pour rester séduisant à gauche. Au final, est-ce que votre secret, c'est pas d'être des sociaux-libéraux et votre rêve est de finir chez Mouloud ? Mouloud, attends, alors déjà, moi je position confortable. Mouloud. Déjà, tu vas me dire qui d'autre a fait des interviews d'Alain Badiou sur Canal ? Et on verra qui c'est qui est le plus communiste. Hein. Mouloud, moi je le défendrai toujours là-dessus. Et pour avoir discuté politique avec Mouloud, attention, il endort beaucoup de gens sur la politique et beaucoup de gens sur les questions de gauche. Et puis moi, je le rejoins avec lui sur le rejet du Parti communiste français et de son racisme. Moi, Mouloud est plus... Mais après... On va pas parler de Mouloud dans cette vidéo. Voilà, on va pas parler de Mouloud dans cette vidéo, tout va bien. Mais bref, non mais... Alors, est-ce que on rêve... Non, alors moi j'ai la réponse. Vas-y. Répondre comme ça pour t'inquiéter. Moi sur ça, là où... En fait, pas du tout. Dans le sens où pour moi, vraiment, l'argent c'est un moyen, pas une fin. C'est-à-dire le moyen avec Raz de vivre évidemment confortablement, de nous échapper du sort maudit de notre classe qui est le salariat ingrat. Ça, c'est évident qu'on en a envie. Mais après, en vrai de vrai, ce qu'on veut, c'est dépenser cet argent pour créer. C'est-à-dire que nous, la majorité de l'argent qu'on gagne est réinvesti pour créer des événements, pour faire des choses. À terme, ce qu'on aimerait peut-être, c'est pouvoir être plus ambitieux en termes de vidéos, de stream, de machin, sur des ambitions artistiques. C'est-à-dire que moi, je veux gagner ma vie, mais pour être un artiste. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu avoir un peu d'argent pour ne pas travailler à côté, pour pouvoir me mettre à 100% dans ce que j'aime, c'est-à-dire la philo, lire, vivre déjà aussi, même un peu l'oisiveté, on pourrait dire ça comme ça, mais aussi le travail et mon travail artistique. Et c'est ce qui m'intéresse en premier lieu. Donc c'est d'abord ça qui nous motive avec Raz à gagner de l'argent, etc. Et en plus de ça, de le partager. Pour ça aussi que très vite que moi j'ai voulu partager cette aventure avec Raz, c'est que je serais riche tout seul, je pense que je serais beaucoup plus déprimé. Moi j'estime que l'argent, t'en as besoin parce que ça fait le malheur si t'en as pas, mais que ça fait pas le bonheur du tout, et qu'au contraire être juste avoir plein de trucs qui valent cher chez soi, ça ne sert pas à grand chose, ça ne comble pas le vide de l'existence, ça ne comble pas le fait que les autres souffrent, que j'ai des potes à l'usine, que ceci ou que cela. Donc en fait évidemment que ça donne envie de continuer de se battre pour un monde moins inégal. Mais pour autant, on est obligé de survivre quand même dans cette société capitaliste qui est toujours la même. Donc on se bat pour un horizon meilleur qui, de toute façon, pour moi, adviendra. Parce que l'inaction climatique, parce que tout ce que j'ai déjà dit avant, ça, au bout d'un moment, ça va forcément bouleverser ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui se retrouvent de plus en plus dans la merde. Moi, je ne comprends même pas aujourd'hui comment on peut aller faire ses courses quand je vois à quel point
tous les prix ont augmenté. Je suis très heureux d'avoir augmenté mon niveau de vie, ce qui me permet de continuer d'acheter des pâtes. Mais je ne comprends pas comment le mois d'avant, avec ces 200 balles par mois, pourrait aujourd'hui s'acheter des pâtes. Je ne comprends pas comment les gens font pour survivre aujourd'hui. Et ça me met dans une colère noire. Et donc, en fait, c'est pas parce que nous, on a peut-être une situation plus profitable pour l'instant, parce que ça va et ça vient, ces choses-là, surtout dans les carrières artistiques, que derrière, on a oublié ce qui se passait dans le monde. Et comme dirait le vieux, depuis quand la morale, c'est profite et tais-toi. Bien sûr. Et moi, ce que tu as dit, le truc le plus important, tu disais, oui, au final, vous êtes des sociolibéraux qui voulaient vous émanciper dans le capitalisme. Moi, la vérité, ce que tu as dit, Dani, c'est vraiment, moi, je veux échapper. Mon but dans la vie, même quand j'étais le plus pauvre, c'était d'échapper à l'aliénation du salariat. Et toute ma vie, ma stratégie, ça a été de travailler assez pour pouvoir avoir 1 an, 2 ans de chômage et arrêter de travailler et sortir du salariat. Et l'obsession de ma vie, ça a été de quitter le salariat, ça a été de quitter cette souffrance pour moi, qui était vraiment qui était un truc qui me bousillait, tu vois, et l'aliénation. Et aujourd'hui, moi, c'est pour ça, par exemple, le salaire à vie, des trucs comme ça, moi, je trouve que c'est réussir à permettre aux gens, c'est pas de ne jamais être salarié, mais de pouvoir l'être le moins possible, tu vois. Genre pareil, moi, genre Mais pourquoi pas pas que, faire de pouvoir, société en fait, 25 heures, pouvoir s'émanciper et pouvoir avoir dans ta tête et dans ta vie autre chose qu'avoir simplement un rapport au travail et pouvoir un rapport, comme disait Dany, un rapport à l'art, un rapport même à l'oisiveté, tu l'as dit, un rapport à tout, au sport, j'en sais rien, enfin tu vois, tout ce qui peut te permettre d'être un peu moins malheureux et aliéné, quoi. Et c'est pour ça que le social-libéralisme, etc., c'est si moi je suis tout seul à m'échapper du salariat, au final c'est de la merde. Moi mon rêve c'est que tout le monde puisse le plus possible ne pas être aliéné par le salariat, sans dire que moi je crois pas à une société sans travail, une société où personne n'aurait rien à faire de chiant, je dis pas ça, mais je pense que c'est possible de le faire sur beaucoup moins d'heures, beaucoup mieux payé, enfin 1000 choses, tu vois, qu'on peut discuter revaloriser. Voilà, ça revalorise et rendre plus de, j'en sais rien, enfin toi, toutes les discussions qu'on peut avoir, quoi. Vos personnages vont-ils évoluer un jour ? Ou avez-vous peur d'être trop mature pour votre communauté et donc risquer de la perdre ? C'est quoi cette réflexion de Golemont, là? Non, mais la vérité, moi, genre, déjà le concept de personnage me convient pas totalement, parce que en fait, en fait, moi, je pense qu'il y a de l'hyperbole dans nos manières de nous présenter, mais c'est pas total, tu vois, c'est pas de l'acting, c'est pas un rôle de composition non plus. Ça veut dire que c'est plus surjouer et sursignifier des trucs qu'on est vraiment, tu vois. C'est pour ça que moi, je pense que est-ce que les personnages vont changer ? Oui, mais parce que nous, on change. Ça veut dire qu'il y aura toujours ce jeu de surjouer, de montrer de manière plus forte, d'en rajouter. Mais en fait, ça rajoute que ce qu'on est. Ça veut dire que si changement il y a, c'est que changement il y a eu dans ce qu'on est habituellement, tu vois. Et sur l'âge de la communauté, en vérité, bien sûr que on a des gens de 18, 19, 20 ans, mais ça va jusqu'à 35 ans. En vrai, c'est aussi notre tranche d'âge. Et on a des vieux, hein, on en a. Ouais, on a aussi des vieux un peu. Et, ouais, et les plus jeunes, plus TikTok. C'est ça. Et c'est normal, et sur Twitch, c'est l'entre-deux. Qui touchent des... en vrai, c'est aussi une question d'âge vis-à-vis des plateformes. Ça me paraît tout à fait logique. Mais après, ouais, sur ça, alors déjà, le streaming, c'est de la performance. Et même pour être plus précis, pour moi, c'est de l'humeur sur un support. C'est-à-dire qu'on a toujours un support. Ça peut être une vidéo, ça peut être un sujet de discussion, ça peut être le chat. Et notre humeur. Que nous, là, on va exagérer. Des fois, on est dans un mood, on a envie de rigoler, de dire des conneries. Et par exemple, quand on regarde Bégodeau, on n'a pas de chance. Très souvent, on est dans une humeur débile. Et du coup, on regarde Bégodeau dans une humeur débile. Et pour moi, ça crée des streams incroyables parce qu'il y a le discours extrêmement intello, pointu, précis de Bégodeau, sur lequel finalement, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Et du coup, on peut y apporter une dimension un peu débile, un peu humoristique, qui va bien se marier, qui va permettre peut-être à des gens qui ont la flemme d'écouter Bégodeau, parce que c'est quand même 40 minutes d'un mec qui parle tout seul de trucs un peu relous, de pouvoir entrer dedans et d'avoir quand même les clés de vulgarisation qu'on va donner ici et là, qui permettent de comprendre exactement ce qu'il a dit. Et ça crée comme ça parfois des décalages. Parfois, c'est l'inverse. On est dans une humeur très politique, et puis là, il y a Mélenchon qui parle, et du coup, c'est la folie. On va plutôt générer une sorte d'émotion de allez, on y va ensemble, on y croit, let's go. Voilà, il va y avoir en plus un moment comme ça. Mais déjà, c'est le streaming qui veut ça. Genre, pour moi, un stream, ça s'anime.
Genre, on est des animateurs, littéralement, et donc on doit être là pour exacerber des émotions, créer de l'entrain, partager avec le chat, créer de l'attention, du rythme. Et donc, c'est ça qui amène déjà ça, et c'est propre au streaming. Si demain on devait faire de l'humour en vidéo, ça serait différent parce que ce ne sont pas les mêmes codes, tout simplement. Et même sur scène, d'ailleurs, on voit que c'est pas les mêmes codes, que c'est pas exactement la même chose, même s'il y a toujours des points communs. Et ce qui est de nos personnages, moi je pense que c'est vraiment ce qu'on est avec Raz. D'ailleurs, les gens souvent sont choqués de voir qu'on est les mêmes en vrai, qu'on fait les mêmes blagues, qu'on a le même rapport l'un à l'autre, qu'on joue dans les mêmes trucs, parce qu'on était comme ça dès qu'on se connaissait avec Raz. Avant même de faire du stream, on a créé un peu notre relation en se parlant un peu tous les jours. Donc c'est comme ça que s'est créé le duo. Et après, sur la question de la maturité, ça pour moi, ça pareil, c'est justement là, on en revient dans les angles morts de la gauche. Je trouve pas que ce qu'on fait est immature. Et moi, Doxa, par exemple, beaucoup de gens me disent ah, Doxa, tu savais, etc. Ce qui est drôle, Doxa, c'est que j'ai 20 piges et que justement, j'ai une approche très immature de la philosophie et de la politique, de prendre ça de manière un peu professorale, un peu oh là là, faut faire attention à ce qu'on dit. Et finalement, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus intelligent dans le sens où l'intelligence, c'est pas qu'avoir un discours scolaire et être un bon élève. Être intelligent, c'est aussi savoir montrer ses failles, avoir de l'autodérision, mais manier l'ironie, manier différents registres d'humour, savoir se montrer bête alors qu'on pourrait être intelligent, etc. Et que finalement, moi je kiffe, c'est la multiplicité de l'intelligence et de la réflexion. Et tu peux faire réfléchir en parlant pendant des heures de Spinoza, comme tu peux faire réfléchir avec une blague un peu débile et absurde et qui tombe très bien. Et l'humour, toi tu connais un peu l'humour. L'humour, je trouve que là, c'est la phrase qui dit là où les mots s'arrêtent, la musique commence. Mais moi, je pense que là où la philosophie, la politique a du mal, l'humour peut y arriver. Et donc, pour nous, c'est aussi très important de mêler les deux. Et l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que si tu vas sur nos streams, il y a 45 minutes où on est débile et 45 minutes où on dit des trucs un peu plus posés. Et que c'est ça la recette, en fait. Nos entretiens sont possibles grâce à vos dons. Merci de continuer à faire vivre ce format. Lien en description pour nous aider à produire les prochaines interviews.